Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour un nouveau point lecture et cette fois-ci on va parler de 4 lectures. La première, il s'agit de Young Elite, le tome 2 de Marie-Lu. Ce tome 2 c'est La confrérie de la rose et c'est paru chez Castelmore. Le second livre, dans la continuité, nous parlerons du tome 3 de Young Elite, L'étoile de minuit de Marie-Lu, pareil chez Castelmore. Ensuite, nous parlerons de l'épisode 3 des Orphelins de Windrather de Paul Clément en autopublication. Et je terminerai avec Grisha, le tome 2, Le dragon de glace de Leigh Bardugo, paru chez Milan. Je suis très fière d'annoncer que j'ai encore terminé une saga avec Young Elite. Alors, c'était pas gagné d'avance puisque j'ai lu le premier tome de Young Elite en 2016. Voilà. Donc, quand j'ai commencé le tome 2, j'avoue que je ne me rappelais plus de grand chose. Heureusement, j'avais le site Summaries Books pour me rafraîchir la mémoire. Vous pourrez trouver des résumés spoilants sur pas mal de livres. Donc je vous conseille ce site si vous n'avez plus la mémoire de ce qui s'est passé dans le premier tome, dans le second tome. Voilà. Je fais un petit peu de pub à Marilyn Titoumamax, mais elle le mérite, elle gère ce site d'une main de maître. Dans cette saga, nous suivons Adelina, qui est une malfaitos, c'est-à-dire que dans cet univers-là, une fièvre de sang a décimé pas mal de gens, a décimé la population, et ceux qui ont survécu, eh bien, sont restés avec des marques profondes, étranges sur le corps. Par exemple, Adelina a les cheveux blancs, et elle a une énorme cicatrice qui lui barre tout le côté gauche, il me semble, de son visage, et elle a perdu son œil. Donc voilà, hein, c'est pas un personnage très séduisant. Les malfaitos sont complètement rejetés de la société, forcément. Et Adelina a un père qui la maltraite puisqu'elle devrait, comme certaines survivantes, elle devrait développer des pouvoirs, sauf qu'elle n'en développe pas du tout. Et son père la maltraite en espérant que ça fasse surgir un pouvoir. Et ce pouvoir va surgir d'une manière, vous le verrez, hein. Et elle va rejoindre les Young Elite, cette caste, cette organisation qui prend en charge les malfaitos qui ont des pouvoirs. Et donc voilà, Adelina va rejoindre les Young Elite. Et ce que j'avais beaucoup aimé dans le tome 1, c'est que ça changeait un petit peu d'un schéma classique. Adelina partait vers un côté plus obscur au fur et à mesure que ses pouvoirs se développaient. Et j'aimais ça. J'aimais que l'auteur en fasse une méchante. Dans le tome 2, on rejoint Adelina qui se retrouve dans une situation un petit peu merdique. Voilà, je le dis, hein, une situation merdique, mais je ne vais pas pouvoir vous en parler sinon je vous spoil la fin du tome 1. Et elle va monter sa propre confrérie, elle va réunir d'autres Young Elite, d'autres malfaitos avec des pouvoirs pour pouvoir se venger de l'Inquisition qui essaye de tuer tous les Young Elite, hein, qui essaye d'éradiquer cette race avec des pouvoirs. Elle va vouloir se venger, elle monte son équipe et on la voit continuer à sombrer dans le côté obscur de la force. Et pour cela c'était sympa, mais j'ai trouvé certaines longueurs. J'ai trouvé qu'il y avait pas mal de lamentations du côté d'Adelina. Elle ne gardait pas son rôle jusqu'au bout. Si vous voulez, moi j'aimais le parti pris de l'auteur d'en faire une méchante. Sauf que c'est une méchante, mais on essaye de faire passer ses actes méchants pour d'autres choses. Voilà, on essaye de légitimer ses actes. Ouais, bon après, pourquoi pas, hein, mais après c'est plutôt bien rythmé parce qu'on a une lutte continuelle avec l'Inquisition, on a une lutte avec d'autres personnes qui étaient ses amies, qui se sont retournées contre elle. Elle va faire la connaissance d'autres Young Elite, elle va vraiment dans ce tome 2 être contre
l'Inquisition. On va voir vraiment un développement de ce point de vue là, de se combattre contre l'Inquisition. C'était plutôt sympa. La fin est vraiment très prenante parce qu'on se dit que ça peut augurer quelque chose de très sympa et retomber un petit peu dans la noirceur que j'aimais dans les débuts. Le tome 3, quant à lui, partait bien, sauf qu'on part sur quelque chose qui avait été planté dans le tome 2. Une idée est plantée dans le tome 2, on repart sur cette idée et on dévie un petit peu de l'essence du livre. Je ne sais pas trop comment vous l'expliquer sans vous en dévoiler trop, mais ça part dans un truc que j'ai pas forcément aimé. La résolution du truc, ben j'ai trouvé tiré par les cheveux, je m'ennuyais, je trouvais ça complètement what the fuck. Et puis voilà, cette fin qui ne colle pas, je trouve, avec le personnage d'Adelina. Je sais pas, j'étais pas convaincue du tout par la fin. C'est dommage parce que il y a eu des actions qui ont fait qu'Adelina était vraiment méchante, que pour une fois elle essayait de ne pas se repentir sans arrêt, de se trouver des excuses. Et puis cette fin qui arrive comme un cheveu sur la soupe, qui donne une complète compréhension du titre de ce 3e tome, L'étoile de minuit, mais que je trouvais pas nécessaire. Ouais, je suis partie sur un truc, ouais, oh, ça aurait pu se finir autrement, je l'aurais vu autrement. Mais bon, c'est un choix de l'auteur, on ne reviendra pas dessus. En règle générale, j'ai bien aimé cette saga. Après, je trouve que la dernière partie du tome 3 est très étrange et complètement what the fuck, quoi. On continue avec l'épisode 3 des Orphelins de Windrather. Alors comme les 2 premiers épisodes, c'est très court, hein, ça fait 120 pages. Donc ça va être très difficile pour moi de vous en parler plus en détail. On y suit des orphelins donc dans l'orphelinat de Windrather. Spinello et sa bande, d'étranges meurtres ont lieu à Windrather. On se demande si la direction est coupable, on se demande si les gardiens sont coupables, on se demande d'où ça vient, qui est à la tête de ces meurtres et de ces phénomènes un petit peu inexplicables qui se passent à Windrather. Et dans ce 3e tome, enfin ce 3e épisode, on va approfondir nos connaissances sur les ignobles, ces créatures qui sont à Windrather et qu'on avait découvert dans l'épisode 2. Je ne vous en parlerai pas plus en détail puisque je vous l'ai dit, c'est très court. J'ai beaucoup aimé, c'était plutôt bien rythmé et il se passe quand même pas mal de choses dans cet épisode 3. On commence un petit peu à sortir des murs de Windrather, je ne sais pas où ça va nous mener mais c'est pas plus mal. C'est pas plus mal, on y suit toujours Iphis qui elle, dès l'épisode 1, a été adoptée et a été mis plus loin. Et mon dieu, Iphis, elle aurait mieux fait de rester à l'orphelinat. Et puis elle demandait que ça. Hein. Donc, waouh, il lui arrive des trucs. Paul Clément n'est pas très gentil avec ce personnage-là, cette pauvre fille. Bon, il n'est pas forcément très gentil avec les autres personnages, puisqu'il leur arrive quand même pas mal de merde. Mais les pauvres orphelins, eh bien, ils sont un petit peu dans la panade. Totalement dans la panade. Et j'ai hâte de me plonger dans le tome 4. Je les enchaîne pas forcément parce que c'est un petit peu comme une série télé. Vous regardez un épisode, ça vous donne envie de voir le prochain, mais vous les enchaînez pas parce qu'après vous savez qu'il n'y en a plus. Et moi je n'ai que cette intégrale, j'attends, normalement Paul a fini d'écrire le tome 8, c'est l'épisode 8 est terminé. Et moi j'attends la campagne Ulule pour avoir la seconde intégrale quoi. Voilà. Donc c'est pas de mal la veille. Donc je ne vais pas me bouffer l'épisode 4 tout de suite. Mais c'est plutôt sympa, hein, je vous le conseille. Je crois qu'ils vont être réédités pareil avec des intégrales, épisode 1, 2, 3 dans une intégrale, etc. Donc vous pouvez attendre de voir et puis suivre Paul Clément sur son blog et vous aurez des nouvelles bientôt je pense. Et mon dernier avis est tout frais puisque j'ai terminé cette lecture là en arrivant avec mon train. Donc c'est tout frais, c'est tout neuf, je viens de le finir. Donc là c'est une réaction à chaud. Et je peux vous dire que j'ai beaucoup aimé ce tome 2.
On y suit Alina qui se découvre être une Grisha dans le tome 1, alors que pourtant elle n'a jamais développé de pouvoir au début. Elle est avec son ami Mal, ils sont amis d'enfance, ils vont je crois être intégrés à la première armée, je ne sais plus, jusqu'à ce que Alina développe ce pouvoir de Grisha et se fasse repérer par le Darkling qui est le chef des armées de la seconde armée, donc le chef des Grisha. Et il va lui arriver, ma foi, pas mal de merde aussi, hein. C'est récurrent de toute façon, sinon ça ne ferait pas un livre. Je commence à comprendre les titres. Voilà, le dragon de glace, c'est un petit peu la quête qui est donnée au début de ce tome. Il faut trouver ce dragon de glace pour permettre à Alina d'acquérir encore plus de pouvoir. Voilà, on est dans un livre plutôt bien rythmé. On a des batailles, on a des courses-poursuites, puisque Alina et Mal sont un petit peu pourchassés, ils cherchent à se cacher. On a un retour aux sources. Alina et Mal vont retourner dans une ville qu'ils ont déjà connue. On va avoir des révélations, des rencontres sur leur passage. Bref, une guerre, un combat épique. J'ai beaucoup aimé. Des trahisons. Des combats épiques, des trahisons, bref... ça rassemble pas mal de ce que j'aime dans la fantasy, ce que j'aime dans cet univers de Grisha, parce que voilà, depuis Six of Crows, je vois un culte au Grisha. Enfin, je vois un culte à les Bardugo surtout. Donc j'aime beaucoup cette saga. C'est pas au niveau de Six of Crows. Je commence à m'attacher à Alina. Elle fait des choix que je ne trouve pas forcément pertinents à chaque fois. Mal me semblait très plat et maintenant il commence un petit peu à s'affirmer, mais je pense qu'il lui faut encore un petit peu plus, hein. Le Darkling, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce personnage parce qu'il est à la fois sombre, on n'arrive pas à l'appréhender. Je sais pas si vous voyez un petit peu de quel personnage je parle. On est dans quelqu'un de très beau, de très attirant, de très charismatique, avec une part énormément noire, mais on ne sait pas s'il va vraiment faire le mal. On le dépeint comme très noir, très méchant, très horrible, à tuer des gens et tout. Mais je sais pas, j'arrive pas à vraiment me faire une idée sur lui. Et j'aime bien ce genre de personnage mystérieux. Donc j'ai hâte de le retrouver dans le 3e tome qui sort en octobre. Donc on n'aura pas à attendre énormément de temps. Et puis en même temps, si j'ai envie de les lire, je les ai là. Hein, vous les voyez pas. Je les ai en VO. Mais me lancer dans la VO avec ça, ouf. C'est costaud, hein, parce qu'il y a beaucoup de mots inventés. Il y a un univers très particulier avec tout ce vocabulaire Grisha. Moi j'aime beaucoup, je vous le conseille. Et puis c'est les Bardugo, je ne vous conseillerai jamais assez Six of Crows qui est une de mes sagas chouchou. Voilà, c'en est tout pour ce point lecture. Je suis désolée, j'ai été très bavarde. Je m'en excuse platement. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé, si l'un de ces livres vous fait envie. En règle générale, je ne vous ai présenté que des suites de sagas, mais c'est mon objectif. Avant la fin de l'année, je veux finir un maximum de sagas, donc j'enchaîne les suites de sagas. Je suis désolée, ça ne doit pas être très passionnant pour vous si vous n'êtes pas attiré forcément par ces sagas. Mais voilà, je vous dis, je vous chronique toutes mes lectures, donc forcément ça passe par des suites de sagas. Eh bien écoutez, j'en ai terminé avec cette longue vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.